C'est bon, super. Ce soir, je vais vous parler d'éducation. Pourquoi d'éducation? Parce qu'après avoir suivi de longues études et obtenu de nombreux diplômes, les derniers en date, le brevet et le baccalauréat, j'ai quitté ce monde prématurément pour véritablement commencer à m'y intéresser. Là, comme ça, en levant la main, vite fait, qui a étudié les matières que je vais énoncer juste après? Français, maths, histoire, géographie, sciences et vie de la Terre, physique, chimie, langue étrangère, et en bas de la pyramide, l'art, le sport et la danse, en option, donc quasiment nous tous. Pour certains, on a 30 ans, voire 40 ans de différence, pour vous dire le décalage qu'il y a entre la société et le monde réel, et l'éducation qui n'a absolument pas évolué. Mais moi, ce qui me choque, c'est pas forcément ça. Et c'est pas ce que je vais traiter ce soir. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on mette en bas de la pyramide l'art, la danse et le sport. Pourquoi? Parce que ce sont les trois notions qui vont être acquises très rapidement et de manière quasiment intuitive par les très jeunes enfants. Je m'explique. Un jeune enfant, avant même de commencer à comprendre ce que c'est que le monde réel, il va apprendre à marcher. Donc il va d'abord être à quatre pattes, puis après il va se servir de ses jambes, et puis après, logiquement, après avoir commencé à marcher, il va courir. Donc le sport, c'est un acquis. En deux, si vous mettez un petit fond de musique, et que votre enfant sait marcher, il va commencer à faire quelques mouvements, à se déhancher, et donc à danser. Donc en deux, la danse, c'est un autre acquis. Et en trois, l'art, c'est pareil, si votre enfant est assez jeune, je dirais moins de 6 ans, si vous lui donnez un stylo et un papier, il va commencer à vous gribouiller quelque chose. Et c'est une forme d'art. Donc j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'éducation en le quittant, pour plusieurs raisons, et d'abord celle-là. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai quelques soucis, moi, mon éducation elle n'a pas été finie, donc je regarde ma feuille un petit peu. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on s'y intéresse tous. C'est un sujet qui passionne, c'est un sujet qui est politique, donc on a tous des avis dessus, moi le mien est très clivant. Mais c'est aussi surtout un sujet qui nous prépare à expliquer ce que le futur, et ce que nous, on ne peut saisir du futur. Aujourd'hui, les nouveaux élèves qui arrivent à l'école, ils prendront leur retraite en 2084. Pourtant, personne ne sait ce qui va se passer dans 5-10 ans. On va peut-être assister à une émergence de l'IA dans nos vies qui va bouleverser les métiers. On va peut-être, dans 10 ans, revoir Michel Drucker à l'écran. Tout, vraiment tout, va changer. Et pourtant, je pense que la seule faculté, en tout cas l'une des seules facultés, qui va nous permettre de nous relever en temps de crise, d'apprendre à refaire, à recommencer, et de traverser les périodes qui vont être difficiles, parce que celles qu'on va traverser sont difficiles, parfois faciles, mais surtout difficiles, c'est cette faculté à être créatif. Et donc que l'école tue, c'est ce que je pense, et ça va être le sujet de ce talk, notre créativité. Revenons un peu à l'exemple de l'enfant que je vous prenais. Si vous donnez un stylo et un papier à un enfant assez jeune, pareil, moins de 6 ans, 5 ans, moins de 5 ans, et que vous lui demandez de vous dessiner une voiture, sans hésitation, il va prendre son stylo, il va vous dessiner ce qu'il considère comme étant une voiture, en tout cas l'image qu'il se fait de la voiture. Demandez-lui 5 ou 10 ans après de vous dessiner une voiture. S'il considère qu'il n'a pas appris comment dessiner une voiture, il va énormément douter avant de vous la dessiner, parce qu'il va se dire que l'image que lui se fait de la voiture, c'est peut-être pas votre image, et comme on lui a appris à l'école à ne pas faire d'erreur, il ne voudra pas tenter et justement prendre le risque de faire cette erreur. Donc, pour moi, plus l'élève grandit dans le système scolaire actuel, plus il développe une phobie d'erreur qui vous dessert énormément. En gros, on entretient un système d'éducation qui vous fait comprendre et qui vous apprend que la pire des erreurs à commettre, c'est de se tromper. Je me rappelle, quand j'étais au lycée, on faisait des QCM, on avait des exercices, et quand on ne savait pas la réponse d'une question, d'un exercice, personnellement, ça m'arrivait souvent, j'étais de ceux qui essayaient quand même d'apporter une réponse à la question. Et pour certains qui hochent la tête, vous vous souvenez que souvent on prenait des points négatifs. Donc souvent, si tentiez l'aventure, allez, je ne sais pas, mais bon, j'apporte quand même une réponse, vous pouviez avoir un -1 ou un -2, alors que vous n'aviez fait que
tenter de comprendre la question que vous posez et d'essayer d'y apporter une réponse. Je compare toujours par rapport à l'image de l'artiste, c'est-à-dire le jeune qui, même si on ne lui a rien appris, a quand même cette dimension un peu artistique, a toujours créé, et en tout cas sans complexe. Et là-dessus, Picasso disait que tous les enfants naissaient artistes, mais que le plus dur, c'était de rester artiste en grandissant. Et moi, en fait, j'ai pensé assez naïvement que le système voulait plein de types de gens différents, donc des artistes, des exécutants, voilà, plein de styles de gens différents. Et en fait, je me suis résolu à penser que le système aujourd'hui ne veut pas d'artistes. Et s'il essaye d'éteindre un peu cette créativité que vous avez en vous dans vos 18 premières années, c'est parce qu'en fait, il veut faire de vous des exécutants. Là-dessus, la France fait une terrible erreur, mais en fait, ça n'est pas une erreur, parce que c'est exactement ce qu'elle veut faire de vous. C'est de penser que ceux qui ont fait les meilleures études sont les gens les plus intelligents. Et ce que, considérant que, pour eux, les gens les plus brillants, donc ceux qui sont allés au bout de leurs études, sont les plus brillants, en fait, ils auront les exécutants qu'ils cherchent. Je trouve qu'il y a un très bon exemple là-dessus que Charles Gave dépeint sur une situation qu'il a vécue dans son école de commerce aux États-Unis. Son prof est arrivé et a demandé à la classe qu'il avait devant lui, pourquoi pensez-vous qu'on cherche à vous embaucher? Et là, les 30 élèves à qui on a répété toute leur vie qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont l'élite, et que s'ils vont d'une formation élitiste à une autre, c'est parce qu'ils sont les meilleurs. Bon, c'est tout bête, on est les meilleurs, donc on cherche à nous embaucher pour cette raison. Et là, en fait, le prof a répondu non, pas du tout. On cherche à vous embaucher parce que vous n'avez fait que suivre les études, que vous en sortirez à 24-25 ans, et donc ça prouve que vous n'avez aucun caractère. Il dit, c'est pas moi, pas comme ça, et donc il dit, si vous aviez du caractère, ça ferait longtemps que vous auriez monté votre entreprise. Et en fait, ça va dans la logique de ce que je viens de vous dire, c'est qu'on ne veut pas que vous montiez votre entreprise, donc la masse se faufile dans ce chemin de l'exécution, et donc pas de formation élitiste, information élitiste, parce que c'est ce qu'on prétend comme étant le meilleur pour lui. Et donc c'est ce système qui fait qu'on crée une grande partie d'exécutants. Mais en fait, c'est pas anodin si notre éducation cherche ces profils-là. Pourquoi? Parce qu'après l'éducation, il y a la phase du monde professionnel, et le monde professionnel a tout sauf envie que vous recréez quelque chose derrière, que vous mettiez en question ce qu'il propose comme offre. Il a envie que vous exécutiez le modèle que celui qui était à votre place avant vous exécutait. Et que derrière, une fois que vous l'aurez embauché, la personne que vous avez embauchée, dont vous cherchez en lui les mêmes critères, exécute de la même façon ce qu'il a appris. Et si je suis devant vous ce soir, c'est parce que j'avais, au début, moi j'ai commencé très très tôt, mais j'avais au début ce sentiment et cette naïveté de penser qu'on pouvait changer ça très tôt, donc c'est une certaine forme d'altruisme, malgré ce que je dis, en me disant, en fait, plus les années vont passer, plus les époques vont être dures, plus on va avoir besoin de gens créatifs, de gens qui vont être capables d'entreprendre, de sortir de situations difficiles. Et donc je me suis dit, mais c'est bête, il faut apprendre très tôt aux élèves, aux lycéens, aux collégiens, et demain aux étudiants. Puis il y a deux voies en fait possibles. Une fois qu'on sort du lycée, c'est la voie un peu classique, qui est la voie universitaire pour ceux qui veulent se former, continuer à se former. Et c'est la voie peut-être de l'entrepreneuriat, ou la voie artistique pour ceux qui sont un peu plus créatifs que nous, qui va vous permettre d'abord d'insuffler certaines idées de votre création et de faire ce que vous avez envie de faire. Mais en fait, encore une fois, à chaque fois je reviens là-dessus, ça le système ne le veut pas. Et si vous ne le croyez pas, je vais vous donner un chiffre qui est très clair et assez tacite là-dessus. Si le système voulait que tout le monde s'épanouisse dans ce qu'il fait, vous n'auriez pas, je trouve, c'est grave quand on le dit, aujourd'hui, 1% de la population française se partage 60% des richesses captées. Or, on est dans un système, dans une société qui... la richesse gouverne le monde. La richesse, ça implique l'influence, ça implique le pouvoir, donc c'est une forme de liberté. C'est un peu le sujet.
Et en fait, dernièrement, j'entendais un penseur qui disait le monde sera fracturé entre deux genres de population le jour où l'IA va véritablement arriver dans nos vies, parce qu'elle va vraiment bouleverser, pour le coup, déjà nos métiers. C'est-à-dire que la moitié des métiers qui existent aujourd'hui vont forcément mourir. Et ceux qui seront capables de se relever, ce seront les tempéraments les plus créatifs, à qui on aura appris que lorsqu'on n'a pas la réponse, on la trouve en créant quelque chose, on la trouve en se relevant, on la trouve en recréant. Et il dit qu'en fait, malheureusement, comme on n'a pas formé les gens à avoir ce tempérament créatif, et à savoir se relever, recommencer, refaire, on a aujourd'hui ce chiffre-là de 1%, et on a aujourd'hui un espèce d'apartheid entre ce qu'il appelle les gens intelligents, c'est dans le bouquin La carte des intelligences, pour ceux qui veulent la référence, et les gens moins doués. Moi, j'irais même plus loin, j'irais même jusqu'à dire qu'aujourd'hui, on a une fracture extrêmement forte, et c'est ce que décrit Harari dans son bouquin Homo Deus, entre, pareil, deux types de population, deux genres de population. Les dieux, c'est ce qu'il décrit comme étant les dieux, et les gens inutiles. Donc moi, je ne me résous pas à me dire qu'il y a deux genres de population et que ça ne changera pas. On ne peut pas le changer par l'éducation, on l'a compris, le système ne le veut pas, parce qu'il n'y a pas par l'éducation dans la formation. Alors là, ce serait moche que je me dise, mon ouverture, c'est comment on fait. J'ai pas la réponse non plus, mais on essaye d'y apporter une réponse lorsqu'on aborde un sujet comme celui-ci. Alors nous, on a essayé d'aborder ce sujet, mais on pense qu'il faut aller à la source et apprendre aux élèves à rester entre eux, à communiquer entre eux, à s'entraider, et à ne pas croire qu'il n'y a qu'un chemin, à ne pas croire qu'il n'y a qu'une réponse à la solution qu'on vous propose, à la question qu'on vous donne entre les mains, et à faire que demain l'entraide, parce que nous c'est ce qu'on fait sur notre application, et on a énormément de gens et ça marche, donc c'est en train de créer un mouvement. Demain permettra à chacun de réussir, et au collectif surtout de réussir, et c'est ça qui est important. Voilà. Merci beaucoup.